Oui, tout à fait, je confirme. Il y a toujours quelque chose avant qui permet de comprendre que cette personne, elle pourrait être réceptive à une sollicitation. Et après, en contexte homophobe, ça je ne l'ai pas dit, et c'est aussi assez fréquent dans les récits, des discours du style j'ai su que je pourrais avoir du sexe avec un plus jeune. Comme si c'était facile d'avoir du sexe avec un plus jeune. Mais en contexte homophobe, en fait, pour beaucoup d'hommes, il est difficile de trouver des partenaires. Évidemment, il y a un risque. Et c'est plus facile de solliciter un plus jeune avec des cadeaux, avec toute une préparation, tout un rapprochement, et d'identifier des jeunes qui présentent quelques signes de marginalité, quelques indices comme quoi ils seraient vulnérables et donc potentiellement dociles, ou en tout cas qu'ils accepteraient peut-être la sollicitation. Donc dans ces histoires de viol, le violeur, il a aussi un certain nombre d'indices, il a aussi une certaine logique, et c'est celle finalement d'arriver à se satisfaire sans prendre trop de risques, et donc de repérer des comportements, de mettre sa victime dans un contexte dans lequel il sera plus facile d'obtenir son accord, et surtout qu'il n'aille pas dénoncer, ou que s'il dénonce, en tout cas, il ne soit pas crédible. Dans le cas de Hilor, il était effectivement marginalisé, hein, il était seul dans une famille avec que des sœurs. Sa mère ne voulait pas le laisser sortir parce qu'elle avait peur qu'il lui arrive des mauvaises choses. Donc du coup, il était complètement enfermé dans cette maison, entouré de filles avec lesquelles ça se passait mal, hein, parce que ses sœurs le maltraitaient. Et puis, c'était quelqu'un qui présente aussi quelques indices, signes de féminité précoce ou des choses comme ça, qui font que pour l'intendant, ça a été assez facile de créer ces conditions pour pouvoir abuser de lui. On a une question. Une question. Hop. Bonjour Franck. En fait, je reviens de la partie du viol là, des violeurs. Est-ce que pendant votre parcours, vous avez remarqué que les violeurs sont souvent les plus proches ou bien les membres de famille, au juste? Ah oui, tout à fait. Les violeurs, c'est pas n'importe qui, évidemment. Dans les récits, c'est souvent dans la famille, donc les oncles, voilà, les cousins plus âgés, ça c'est assez classique. On trouve aussi les grands frères du quartier, qui repèrent un jeune marginal, un peu à l'écart, stigmatisé, insulté, traité, maltraité, et qui vont à un moment jouer le bon samaritain, le protéger, l'aider, le soutenir, etc. Et puis créer une relation, puis à un moment, la contrepartie de la relation, enfin de l'aide ou de la protection, c'est d'accepter. Hein. Et puis, dans les pays anglo-saxons, j'ai pas trouvé ça, sauf dans les écoles coraniques, les daras, ce qu'on appelle les daras, c'est-à-dire des écoles coraniques avec internat qui existent essentiellement dans la région sénégalaise. Mais sinon, c'est très fréquent dans les pays anglo-saxons, dans les internats des écoles, puisque les pays anglo-saxons ont des écoles avec internat, notamment au Nigeria, on retrouve ça. Et donc, dans les internats, il y a tout un système de domination entre des grands qui jouent un peu le rôle de chef de chambrée et des plus jeunes. Et se mettent en place ce qu'ils appellent des parrains d'internat, c'est-à-dire en fait qu'un grand coach parraine un plus jeune, et dans ces relations de parrainage d'internat, il y a assez souvent dans les récits, à un moment, une forme d'abus sexuel, plus ou moins organisé, plus ou moins, etc. On peut le comprendre aussi, hein, c'est des adolescents, ils sont en internat, il n'y a pas de filles, bon. Donc le contexte est propice effectivement à l'expression d'une sexualité entre hommes, et la domination joue à plein, puisque là il y a une relation d'autorité qui a été créée de toutes pièces par l'institution. Donc on retrouve ça assez souvent au Nigeria, au Sierra Leone, dans ces pays anglo-saxons où il y a ces écoles avec internat, généralement assez isolées, où les jeunes passent leur année scolaire loin de leur famille et dans ce type de situation-là. On va avancer dans le sens, là, je veux dire, chronologiquement par rapport à la description des parcours que tu as étudiés. Et là, ce que je te propose, ce serait de parler davantage de la construction
donc genre à la fois personnel, mais donc aussi bien sûr dans les récits de demande d'asile. Donc la manière dont les personnes se construisent aussi par le biais des relations qu'elles ont avec d'autres hommes gays, et notamment par leur construction à travers des réseaux gays locaux. Oui, alors ça, c'est aussi une découverte que j'ai faite en accompagnant les demandeurs d'asile. Comme tout occidental, j'étais dans l'idée que l'Afrique était un grand désert gay et que malheureusement, ces gens étaient très isolés, sauf dans quelques grandes villes comme Dakar et Abidjan, où peut-être ils arrivaient à trouver des lieux de rencontre, mais que c'était assez difficile pour eux de créer des réseaux, d'aller dans des lieux, etc. Et pas du tout. Pas du tout. Les 2/3 des demandeurs d'asile que j'ai rencontrés, quelle que soit leur origine, en fait, évoquent à un moment ou à un autre la fréquentation d'espaces que je vais qualifier de communautaire, mais le mot communauté n'est complètement pas adapté au contexte, mais en tout cas de réseaux, de groupes d'amis, d'associations, certains parlent d'associations, ou de lieux qui permettent aux homosexuels de se rencontrer. Et pas seulement dans les grandes villes occidentalisées d'Afrique. Même dans des villes beaucoup plus petites, on trouve ce genre de situation. Et pour l'illustrer, eh bien, je vais prendre le récit de Cano. Cano qui vient d'une petite ville et pas d'une grande ville. Lorsque je commence notre troisième rendez-vous en lui demandant comment il est parvenu à fréquenter des homosexuels après son arrivée à la capitale, Cano ne répond pas. Probablement autant en raison de ses blocages psychologiques que de son faible niveau d'études et de maîtrise du français, il reste fermé. Je le regarde sans réagir, le visage impassible. Il se tient assis à côté de moi, son sac sur les genoux, les bras croisés dessus. Sa peau très noire brille sous la lumière, faisant merveilleusement ressortir le blanc de ses yeux. Dans le bureau, le temps passe. Puis, par cette explication confuse, il finit par me relater son entrée dans un mode de vie gay. Dans les bars, il m'arrivait de voir des garçons maquillés avec des vêtements comme des filles. C'étaient des gens qui exprimaient leur homosexualité, mais ils étaient mal vus et insultés. Au départ, j'ai eu peur et j'étais très malheureux. Je me disais qu'il fallait que je les rencontre pour être avec un homme. J'avais envie d'être avec eux, mais pas de m'habiller comme une fille. Je voulais vivre leur vie, mais pas le montrer. Et après, à 24 ans, j'ai commencé à porter des pantalons moulants et des boucles d'oreilles. Dans la suite, lorsque je le questionne sur son changement de posture, il raconte. Quand on sortait avec mes amis me disaient de bien m'habiller et de porter des jeans et des chemises près du corps. Ils me disaient qu'il fallait être propre et se coiffer, qu'on devait être nickel. Alors que je le relance sur ses sorties, il mentionne. Alors que je le relance sur les sorties qu'il mentionne, il décrit une soirée qui semble avoir joué un rôle important dans son parcours. C'était dans un hall d'hôtel qui avait été loué. Il y avait des gardes pour la sécurité, un bar et tout ce qu'il faut pour être bien. Je suis resté avec mon ami et nous avons dansé jusqu'à 5h du matin. Tout le monde s'embrassait et je me sentais libre et heureux. Ce premier récit simpliste et décalé ne me convainc pas. Mais, dans la suite, il précise. La première fois que je suis allé dans une de ces soirées, j'étais surpris, car je ne savais pas que c'était une fête uniquement pour les gays. Mais quand j'ai vu ça, j'étais content car on n'était pas seul et on pouvait faire ce que l'on voulait sans s'inquiéter. Il y avait des couples de garçons, certains s'enlaçaient, d'autres s'embrassaient. Ça m'a fait plaisir parce que je ne pensais pas trouver un endroit au pays où je pourrais être avec d'autres homosexuels et vivre ça au grand jour. Et plus tard, avec mon copain, quand on y allait, on vivait notre relation librement. Dans la suite, par ses propos qui mêlent différentes époques, il m'explique comment ces usages vestimentaires transgressifs s'inscrivent dans un process d'affirmation identitaire en opposition aux interdits de son environnement social. Au départ, je n'osais pas. Mais après, je mettais des vêtements serrés et de couleur. Et aussi, j'aimais tresser mes cheveux et mettre une boucle d'oreille, des bracelets et une chaîne. C'était pour sortir du cadre. C'était des choses que portaient les Gorgigen et ça me plaisait. J'avais vu des garçons qui portaient ces vêtements et j'avais envie de faire comme eux, même si les anciens n'aimaient pas et qu'on m'en faisait des remarques dans la rue. Surpris par ce récit d'une affirmation publique de sa différence, je lui rappelle les réticences qu'il avait évoquées précédemment. Dans sa réponse, il restitue ainsi la chronologie de l'évolution de son comportement. Après mon arrivée à Dakar, j'ai rencontré des homosexuels dans un bar. Après, ils m'ont amené dans des clubs et quand j'y allais, je me sentais plus à l'aise. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer danser torse nu dans un grand hôtel où les touristes gays venaient.
Un jour, le patron m'a donné un contrat et après je dansais de façon très sexuelle en portant un pagne très court et des peintures sur le visage. J'invitais les blancs, ils mettaient des billets dans mes sous-vêtements. Et aussi, parfois, j'allais dans des soirées privées, c'était secret, mais un ami m'a raconté car il voulait que je vienne. C'était au début de chaque mois, il y avait une dizaine d'hommes, des gens célèbres, des businessmen et ils m'invitaient pour faire du sexe. Alors que nous arrivons au terme de l'entretien, à court de temps, je lui demande de préciser le groupe dans lequel il est entré. Il raconte. Nous étions 39 et les dimanches nous nous retrouvions à la maison du président. Dans ces réunions, il y avait un sujet à l'ordre du jour et nous débattions de nos problèmes. Il y avait un cahier et un ordinateur avec tous les noms des membres. On payait 500 et on était enregistré. L'argent servait quand il y avait des personnes en difficulté. Parfois, on payait des logements pour les garçons à la rue et on faisait sortir des gens de prison en soudoyant des policiers. Mais c'était aussi un groupe où les gens se retrouvaient pour faire du sexe, faire des sorties à la plage, des balades, des soirées ou aller dans des bars. La première fois que j'y suis allé, j'avais 26 ans. C'est un ami qui m'a conduit au groupe. J'ai rencontré des amis, je suis sorti avec plusieurs garçons et j'ai compris que l'homosexualité, c'est un mode qui existe, même dans d'autres pays. Donc, bon, il y a différentes époques. Le groupe dont il parle, à la fin, c'est avant d'arriver à Dakar. C'est dans son village, sa ville d'origine. Et ensuite, ce groupe va d'ailleurs l'aider à partir de son village et à s'installer à la capitale. Et donc ensuite, il arrive à la capitale. Il n'a pas de contact, il n'a pas de réseau, il repère assez facilement les homosexuels dans les lieux parce qu'ils portent des vêtements féminins, ils sont avec des attitudes féminines. Vous avez compris que lui n'est pas du tout sur un modèle féminin, il est même plutôt viril. Donc en gros, il n'a pas envie de rentrer dans ce modèle-là. Mais finalement, il arrive à connecter avec l'un d'entre eux. Et puis finalement, de fil en aiguille, il prend les mêmes attitudes que les autres. On le retrouve à la fin, danser avec des vêtements serrés et même s'exposer publiquement. Donc être dans finalement une forme de son identité homosexuelle très exposée, très démonstrative dans des lieux publics. Ce qui est évidemment particulièrement dangereux dans le contexte. Alors, c'est à Dakar. Aujourd'hui, je pense que ce genre de choses ne doit plus du tout exister compte tenu de la situation actuelle. Mais on voit effectivement comment ces groupes, en fait, participent complètement à la construction de l'identité homosexuelle, mais à une construction qui n'est pas du tout la même que celle du couple que j'ai évoqué tout à l'heure. Le couple, en fait, c'est une identité de couple. Ce que les individus vont construire dans la relation avec un partenaire stable, c'est un modèle de couple à l'image du modèle du couple homme-femme qu'ils ont dans leur paysage ou du modèle de couple gay qu'ils ont vu à la télé en Europe. C'est-à-dire une image de couple, deux hommes qui vivent ensemble, qui partagent une vie, qui se soutiennent, etc. Le réseau, lui, va construire une identité beaucoup plus externe, beaucoup plus extérieure, une identité qui ressemble un peu à l'identité communautaire européenne, occidentale, avec finalement une exposition de soi plus ou moins maîtrisée, avec des lieux de rencontre, la place de la sexualité, et une sexualité avec plusieurs partenaires assez diversifiée et ouverte, parfois d'ailleurs avec de l'intérêt, des cadeaux ou de l'argent, des contreparties financières, avec des fêtes, des soirées, des événements, etc. Donc la logique des groupes, c'est une logique un petit peu différente, c'est une autre façon de vivre sa vie gay qui apparaît. Et ces réseaux, c'est dit aussi par Cano assez bien, ils sont intéressants évidemment pour rencontrer des partenaires sexuels, surtout quand on arrive dans un endroit où on connaît personne, c'est déjà la première motivation. Ils vont être intéressants aussi pour se sécuriser, pour trouver des soutiens, et puis ils vont jouer un rôle important aussi pour apprendre ce que c'est que l'homosexualité, avoir des références, avoir des codes, avoir des exemples, et finalement assumer d'une façon plus extérieure son identité gay. Par contre, ils ont un corollaire, c'est qu'ils sont extrêmement dangereux, puisque autant quand on est un individu, pour être repéré, bon, à part quand on est surpris en plein acte sexuel, c'est assez difficile, un groupe est très facilement repérable ou très rapidement repérable par des autorités et immanquablement dans pratiquement tous les récits, à un moment, on a le récit du groupe qui est découvert par la police ou par des voisins et ce qui conduit à des sanctions, des violences, etc. Donc ces groupes sont aussi particulièrement associés aux persécutions et aux sanctions homophobes.
truc. Ok. C'est pareil. Ok. Alors, pardon, juste une petite chose, parce que j'avais pris quelques notes. On peut s'étonner quand même, effectivement, de la facilité avec laquelle les individus rentrent dans ces groupes. Et ça, je sais que, notamment à l'OFPRA, c'est souvent quelque chose qui est questionné. On sait le danger homophobe, on sait les persécutions, on sait le risque que représente l'intégration de ces groupes. Vous avez vu quand même que ces groupes, on référence les noms, il y a une comptabilité qui est faite, il y a des noms dans un ordinateur, il y a des noms sur WhatsApp ou sur des trucs en ligne. Donc, il y a quand même une prise de risque dans ces groupes-là. Donc, on peut se questionner sur pourquoi est-ce que les 2/3 des garçons prennent ce risque d'intégrer des réseaux, des groupes, etc. Quand on analyse les histoires, il faut bien comprendre aussi l'impact des modèles culturels de ces pays-là. Dans ces contextes-là, la solitude n'est pas normale. À la différence de nous en Occident, où un individu peut rester tout seul, personne ne sera surpris. Dans les récits, la solitude et l'isolement d'une personne n'est pas considéré comme quelque chose de normal. Et une personne qui resterait seule, déjà, elle va certainement très vite être stigmatisée pour sa solitude et son isolement, mais surtout, elle est aussi en difficulté parce que dans les modèles culturels africains, on ne reste pas seul, on est en groupe, on existe par le groupe. Ça, c'est un élément que les sociologues ont dégagé. Dans la culture africaine, dans les cultures africaines, on existe par le groupe, on appartient à un groupe. Et en particulier les hommes, je vous ai dit tout à l'heure, les hommes se construisent dans le groupe de leurs camarades, de leurs pairs, des hommes du même âge, de la même tranche d'âge, et toute leur vie, ils vont être dans des réseaux masculins. On est dans le groupe du village, on est dans la communauté, et on fait acte, on existe par la communauté. Donc pour un homosexuel qui est marginalisé, qui ne peut pas rentrer dans ces communautés, qui ne peut pas rentrer dans ces groupes-là parce qu'il est stigmatisé, parce qu'il est isolé, rester seul, c'est une vraie souffrance, puisque c'est contraire à son éducation, à sa culture. La norme, c'est de faire groupe. Donc en fait, je pense qu'un des éléments qui explique l'importance de ces groupes dans les histoires des demandeurs d'asile africains, c'est qu'effectivement, culturellement, entrer dans un groupe, c'est une norme. Et que là où ils ne peuvent pas rentrer dans le groupe des hétérosexuels, dans le groupe de leur communauté parce qu'ils y seront stigmatisés, eh bien ils vont faire groupe avec des semblables, avec d'autres homosexuels. Et ce qui est intéressant quand on analyse la sociologie de ces groupes, surtout ceux qui sont dans des petits villages ou dans des petits lieux, là évidemment à Dakar on est sur des modèles occidentaux, les références elles sont totalement occidentales, on voit bien l'incidence de l'Occident. Mais dans le premier groupe qu'il cite, là, celui de 39 personnes, on est dans son village, enfin sa petite ville d'origine. Et quand on analyse donc ces groupes-là, et particulièrement les tout petits groupes, celui-là il est encore important, mais il y en a des beaucoup plus petits, des groupes de 5 à 10 personnes, en fait on retrouve exactement la construction des grains. Vous savez, ces groupes d'hommes du Mali, Sénégal, etc., de toute cette partie d'Afrique de l'Ouest, où entre personnes du même âge et de la même catégorie sociale, dans le quartier, on va faire le grain. Et puis on va prendre le thé ensemble les après-midi, en fin d'après-midi, sur un bord de route ou dans un coin au bord de la rivière, etc. Eh bien, on retrouve exactement cette construction du grain. Donc en fait, c'est une transposition de ce qui existe localement dans les relations et les groupes traditionnels africains. Je suis d'accord. Non, t'inquiète pas. Il n'est pas d'accord. Okay. Alors, est-ce que dans le travail que tu as réalisé avec ces personnes, est-ce que tu as rencontré des cas de personnes vraiment ouvertes, assumées, on pourrait dire affichées, ce qu'on appellera un petit peu, nous en Occident, des personnes qui auraient fait leur coming out? Est-ce que c'est des situations que tu as rencontrées malgré le contexte particulièrement homophobe qui se vit en Afrique? Oui. Alors, il y a plusieurs coming out, bien sûr. Bon, il y a
Le premier aveu, hein, c'est celui au premier partenaire, la première personne avec laquelle on va construire une relation amoureuse. On l'a vu tout à l'heure, hein, le mec tu es beau ou je t'aime. Voilà, ça c'est vraiment le premier aveu, mais c'est un coming out très intime. Et il y a eu toute une préparation avant, on s'est bien assuré que c'était possible de le dire. Après, il y a effectivement l'intégration du groupe. Et bon, le fait de rentrer dans le groupe, ça veut dire qu'on assume aussi. Donc ça intervient beaucoup plus tard dans les histoires. Souvent, après un premier partenariat, c'est souvent le premier partenaire qui amène au groupe ou qui aide à construire le réseau, qui amène son réseau. Hein. Et puis après, beaucoup plus tard, eh bien, il y a un moment où il y a ce qui ressemble vraiment au coming out occidental, c'est-à-dire un aveu à la famille, voire à la communauté du village, mais, enfin, ou de la ville, mais plus généralement à la famille. C'est quand même très fréquent puisque 35% des demandeurs d'asile évoquent un aveu à donc, la famille ou aux proches. Alors évidemment, ça c'est extrêmement surprenant parce qu'on peut se dire comment est-ce qu'on peut avouer son homosexualité à sa famille en sachant pertinemment que ça va déboucher inévitablement sur une réaction violente, puisque j'ai pas rencontré de cas d'une famille qui était totalement tolérante et merveilleusement heureuse d'apprendre une nouvelle comme ça. Et en général, avant l'aveu, il y a eu beaucoup de messages et de signes, voire d'actes de violence, faisant comprendre que c'était inacceptable. Donc comment est-ce qu'on peut en arriver à dire qu'on est homosexuel dans ces contextes-là à des gens dont on sait que leur première action va être la violence, voire tentative de meurtre, et dans tous les cas le rejet. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant, mais en fait totalement compréhensible quand on analyse finement les histoires. Et pour ça, je vais vous citer le récit de Bama. Lorsque je retrouve Bama pour notre 5e entretien, je suis satisfait de l'avancée de nos travaux. Bien que son discours soit fluide, je sais que cette séance consacrée à ses aveux et à leurs conséquences ne sera pas facile, car les émotions ne manqueront pas de refaire surface. Ainsi, quand nous revenons sur la fin de son histoire, la voix lourde, il me raconte qu'avant 16 ans, à cause de sa féminité, son oncle paternel le traitait de Gorgigen. Sa mère le protégeait, mais son père le rejetait et l'insultait sans lui dire pourquoi. Et après 18 ans, il a commencé à vouloir le marier. Dans la suite, malgré son départ pour ses études en ville, il a insisté, de sorte qu'à 22 ans, il finit par expliquer à sa mère qu'il est amoureux des garçons et qu'il ne peut pas le dire à son père, mais qu'il compte sur elle pour trouver une solution. Il s'interrompt puis reprend le regard sombre. Après, elle a parlé à mon père, il m'a fait venir et j'ai dit qu'il fallait qu'il accepte mon côté homosexuel. Alors que je lui demande d'être plus précis, il complète d'un ton grave, la tête baissée. Il avait tout organisé et je ne voulais plus lui mentir. Quand il m'a dit qu'on était une grande famille et qu'il allait me marier à ma cousine, je lui ai dit que je n'allais pas me marier car je ne voulais pas d'elle. Il m'a demandé ce que cela voulait dire et je lui ai répondu « Je suis un Gorgigen ». Il s'arrête puis répète. Je lui ai répondu que jamais je ne me marierai et que mes sentiments pour les hommes ne vont jamais changer, que j'aime les mecs et j'assume. À ce moment de son histoire, Bama a expérimenté sa sexualité et des formes de vécu gay dans des soirées privées auxquelles il a pu accéder par un réseau d'étudiants. Il a ainsi développé une connaissance de l'homosexualité et a intégré son orientation sexuelle. Mais il ne l'a pas totalement assumée, de sorte que cette affirmation marque un basculement. En effet, lorsque je reviens sur sa décision, il m'explique que la perspective de vivre avec une femme l'a amené à se rendre à l'évidence de l'impasse dans laquelle il était, le conduisant à révéler son homosexualité. Puis il précise « Ce jour-là, j'ai pris mon courage, je suis arrivé chez mon père et je lui ai dit que je suis homo et fier de l'être. J'ai dit que c'est ce que j'aime. Il m'a giflé en disant que j'étais maudit, que j'étais un malheur et que ma mère aurait dû m'avorter. Puis il m'a tabassé, mais je n'ai pas réagi. Il répète ce dernier mot, la voix basse, puis reprend. Il m'a giflé très fort, je suis tombé par terre. Il a fermé la porte, pris sa ceinture, m'a attaché et m'a frappé pendant 1 heure. Il m'a dit que j'étais possédé, qu'il allait m'envoyer chez un marabout pour me délivrer. Il était dans une colère noire. Il a dit que j'étais indigne d'être son fils et il m'a renié. Dehors, il criait d'ouvrir la porte, qu'il allait me tuer. Il m'a frappé jusqu'à être fatigué, puis il est sorti. Les voisins, la famille demandaient ce que j'avais fait. Ma mère et ma sœur sont venues me demander pourquoi. J'ai répondu que c'était ce que j'aime. Je sais qu'elle me comprenait, car après, ma mère a essayé de calmer mon père, mais il a dit que s'il me voyait encore, il allait me tuer.
Il marque une nouvelle pause, puis reprend avec peine, la voix tremblante. Après, il est revenu. Il a dit aux jeunes de me sortir et de me tabasser. Ils m'ont tiré dehors, mis à nu, frappé, insulté, et mon père me regardait me faire massacrer en lançant des paroles de malédiction. Il disait qu'il allait me marabouter, qu'il allait détruire ma vie, et après j'ai vu mon sexe se rétrécir. Il maîtrise le Coran, je sais qu'il l'a fait pour me punir, car j'ai un pénis petit, et j'ai l'impression de ne plus être un homme. Bama s'arrête, des larmes coulent. Puis il précise dans une volonté de se libérer. J'étais dans la rue, mon grand frère disait qu'il fallait me secouer, me punir. Il était avec 4 grands du quartier qui me tenaient à terre et me brutalisaient à coups de poing. J'entendais crier « Il faut couper son pénis !» D'autres voulaient me livrer à la police. Ensuite, ils ont voulu brûler mon sexe pour que je ne puisse plus l'utiliser. Ils disaient « Il faut détruire l'organe du péché !» Mes sœurs me défendaient, ma mère pleurait et criait « Ne tuez pas mon fils !» Ils ont fait chauffer une lame à blanc et ils l'ont approchée de mon sexe, mais elle a touché le haut de ma cuisse droite et j'ai hurlé. Il s'arrête encore, puis reprend la voix basse, le regard vide. Moi, je voulais me libérer. J'avais gardé ça en moi trop longtemps. J'ai tout dit à mon père, car je me suis dit, tout est déjà fini pour moi. Il doit accepter. Je n'avais plus le choix et je ne pouvais plus rien faire. Donc, je me suis dit qu'il fallait dire la vérité, même s'il devait me tuer. Je ne savais plus où aller dans ma vie et je me suis dit que s'il me tue, il me tue une fois pour toutes et ce sera fini. Il s'effondre. Le souvenir est trop dur pour qu'il puisse m'expliquer sa fuite. Dans la suite, il n'a plus de contact avec son village ou sa famille, mais il continue à communiquer avec sa mère, même si ce n'est plus comme avant. Il garde également des relations avec un oncle paternel, dont il me relate ainsi la réaction lors d'un entretien ultérieur. Avec lui, c'était différent. Il m'aimait bien. Il m'a demandé si c'était vrai. J'ai dit que oui, et il n'a rien dit. Mais il a dit qu'il ne faut pas qu'on me trouve et que je ne dois pas rester au pays, sinon ils allaient me tuer. Donc, dans ce récit, Bama sait très bien ce qui va lui arriver. Au moment où il fait l'aveu, il sait très bien les conséquences de cet aveu. Et comme il le dit, pour lui, c'est finalement... il est un peu dans une situation de cul-de-sac où il ne voit pas d'autre alternative. Donc d'une certaine façon, cet aveu, il s'inscrit dans une logique de désespérer, de se libérer. C'est un acte pour exister. C'est un acte pour être compris éventuellement, mais surtout c'est une forme de fuite. Fuite potentiellement dans la mort. Il le dit, il est tout à fait conscient de la situation. Alors, on est très loin du coming out occidental. Chez nous, c'est un acte d'affirmation publique, de revendication. C'est une étape dans la construction qui permet de passer à une autre étape de la vie où on est libre et on peut vivre complètement son identité homosexuelle. Là, pas du tout. C'est pas une étape dans la construction de l'homosexualité, c'est la fin d'un process quand on n'a pas d'autre solution et qu'on est arrivé à une situation extrême où finalement, eh bien, d'une certaine façon, on va dire, on s'en remet à Dieu, quoi. On s'en remet, il y a un aspect désespéré dans cet acte-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet acte, il est extrêmement transgressif en réalité. Comme je l'ai dit, les études sur la sociologie ou l'anthropologie des sociétés africaines montrent que dans les sociétés africaines, on est dans le groupe et on se soumet aux règles du groupe. Or, les règles du groupe, en l'occurrence, c'est se marier, faire des enfants et avoir une vie de famille. On est un homme, c'est les règles du groupe. Okay ? Et là, on a un individu qui refuse ces règles-là et qui en plus l'affirme. C'est-à-dire qui est individualiste quelque part, c'est-à-dire qui rejette le groupe. Il ose rejeter le groupe. Donc, d'un point de vue des parents, de la famille, de la communauté, l'homosexualité c'est déjà contraire à la norme, mais là en plus, affirmer publiquement son orientation sexuelle, c'est une rébellion. C'est un acte extrêmement transgressif. Et donc, évidemment, la réaction du groupe et des parents, enfin, et du père en particulier, ne peut être que violente, puisque là, il y a une transgression majeure. C'est pas l'homosexualité, c'est la transgression de la règle de base qui est, on se soumet au groupe, on est dans le groupe. Donc, cet acte-là, il est doublement transgressif. Il est transgressif parce qu'homosexuel, mais il est transgressif aussi parce qu'il marque la rupture définitive avec le groupe.
Et en même temps, c'est comme ça qu'il est libératoire pour l'individu, puisque en faisant cet acte, l'individu marque sa rupture avec la norme, le groupe, et affirme son identité homosexuelle. Donc, il est effectivement très difficile à comprendre d'un point de vue occidental si on ne prend pas en compte tous ces paramètres-là. Effectivement, il marque finalement une forme de suicide social, à défaut même peut-être d'être un suicide tout court, hein, dans certains cas, mais il est tout à fait explicable dans des situations d'individus qui sont arrivés au bout du bout de ce qu'ils pouvaient et qui n'acceptent pas de se soumettre à la norme du mariage et du faire semblant qui leur est proposé souvent, généralement par les mères ou les pères. On le voit, hein, le point de départ, le point d'achoppement de départ, c'est que le père veut le marier, en toute connaissance de cause, hein, puisque sa mère lui l'a dit, le père veut le marier pour au moins couvrir l'image publique de son fils. Hein. Et là, il y a ce refus. Merci. Bonjour, j'ai une question. Parce que je n'ai pas bien compris le récit. Parce qu'avant d'affirmer d'abord son identité, je n'ai pas bien compris, est-ce qu'il était déjà amoureux de quelqu'un pour l'affirmer, pour faire sa vie, ou simple, il a dormi, il a dormi, il a affirmé directement qu'il est homosexuel. C'est ce que je voulais comprendre à ce niveau. Oui, alors c'est vrai que là je lis que des extraits et vous n'avez pas toute l'histoire. Il faudrait lire l'ensemble de l'histoire. Elle fait 10 pages, donc je ne peux pas lire les 10 pages. Mais du coup, effectivement, ça arrive à la fin de son récit. Et donc, on comprend mieux quand on connaît le reste de son histoire. Mais en l'occurrence, non, il n'y a pas une histoire d'amour derrière. Il y a juste que il s'est petit à petit... il est parti en ville pour faire ses études. Il a rencontré un groupe d'étudiants. Il a découvert vraiment la vie gay à la capitale. Bon, donc il a été dans des réseaux, fait des soirées, et puis il s'est éclaté pas mal. Sauf que depuis l'âge de 16 ans, il y a ce coup près, parce que ses parents se doutent de certaines choses. Hein, il était un peu féminin, il était traité de gorgigan quand il était jeune. Donc ses parents se doutent de quelque chose, et depuis l'âge de 16 ans, ça revient régulièrement. On va te donner ta cousine, tu vas te marier, on va te donner... À 18 ans, ça revient. Bon, à un moment, il y échappe en partant en ville faire ses études, mais ça continue. Et puis à 22 ans, le coup près, on va le marier de force en son absence, comme ça peut se faire hein, dans ces cultures-là. Mariage coutumier à distance, et puis tu viens récupérer ta femme. Donc là, devant cette évidence-là, à un moment, il en parle à sa mère en lui disant que, parce que sa mère l'appelle, évidemment, et l'informe, il en parle à sa mère en disant non, mais moi je veux pas me marier, j'aime les hommes, trouve une solution. Bon, sa mère, je ne sais pas quelle solution elle trouve, mais toujours est-il qu'il est convoqué par son père pour le marier. Et il y va, bien sûr, pour s'expliquer. Et en fait, il avoue son homosexualité. C'est ça qu'il fait. Pour se sortir de la situation, il avoue son homosexualité. Voilà. Peut-être il aurait pu fuir, peut-être il aurait pu trouver d'autres stratégies. En l'occurrence, sa stratégie à lui, c'est d'aller voir son père et de lui dire entre quatre yeux la vérité, en toute connaissance de cause sur ce qui risque de lui arriver et qui lui arrive derrière. Oui, mais non, Franck, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis en toute connaissance de cause. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que là, lui, dans son cas, c'est allé beaucoup... Il ne s'était pas dit qu'ils allaient rétrécir son sexe. Ça, je ne pense pas. Il ne s'était pas dit qu'ils allaient prendre un truc pour le marquer, fait. Non. Limite, j'aurais dû plus dire quelques coups de trucs, et puis voilà. Mais je pensais que si ce gars-là, il savait qu'ils allaient rétrécir son sexe, non, c'est pas en toute connaissance de cause. Et je pense que lui, il a voulu se libérer. Il a voulu être honnête envers lui-même, comme je l'ai été d'ailleurs, et ça lui a valu tous ses problèmes. Tu comprends? Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui préfèrent toujours rester dans ce mensonge-là. D'accord? Parce qu'en dehors du fait que tu es régné et tout ça, là encore ça va. Mais quand je prends lui son récit, lui et sa famille, ils sont allés beaucoup plus loin que la mienne. La mienne, c'est limité à la bastonnade. Tu vois, c'est limité juste à la bastonnade, et puis c'est sur le gâteau, allez, on jette tes affaires dehors, va-t'en. Mais pour lui, quand j'écoute, ça fait encore plus pitié. Moi, par contre, là où j'ai eu beaucoup plus de problèmes, c'est quand j'étais dans la rue.
Donc c'est quand j'étais dans la rue que j'ai eu beaucoup plus de problèmes. Voilà, tu vois. Mais pour lui, déjà, les problèmes ont commencé étant déjà à la maison. Tu vois. Parce que déjà là, il défie l'autorité du père. Et en plus, le père, du point de vue, je suppose que c'est quelqu'un qui était respecté dans la communauté. Oui. Tu vois, et pour lui, c'était une honte. Donc, tu vois, et là, même, c'est le père qui le livre même à la population. Donc, tu vois ce gars-là. Donc, il y en a tellement beaucoup. Et eux, ils voulaient, au départ, ils voulaient cacher. Enfin, ils voulaient le protéger. Parce c'était en connaissance de cause qu'on a voulu le marier à sa cousine, pour ne pas que ça se sache. Mais sauf que lui ne voulait pas de cette vie-là. Il ne voulait pas d'une double vie. Donc, il allait affronter son père et voilà ce qui lui est tombé dessus. Contrairement à beaucoup de personnes qui le font, qui acceptent ce double jeu. Voilà. Même quand ils viennent ici, après avoir obtenu l'asile, ils sont toujours dans ce même double jeu-là. Et voilà, c'est pas parce qu'ils sont ici que non, on les a donné l'asile qu'ils se met au grand jour. Non, non, non. Ils sont toujours dans cette cachotterie. Tu vois? Parce que j'en connais plein. On en voit beaucoup. Et parfois, ça fait que souvent, souvent au niveau de l'association, on se pose vraiment la question est-ce qu'il est réellement gay? C'est pas parce qu'il n'est pas réellement gay, mais il est toujours sous cette couverture-là, tu vois. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà un peu ce que tu voulais... Attends, je vais juste repréciser une chose et puis il y a des questions. Posez votre question. Oui, effectivement, bon, il espère quand même que ça va pas aller jusque-là. Malheureusement, ça va jusque-là. Et après, encore une fois, il avait des formes de féminité dans son enfance et il a subi des labellisations très précoces qui expliquent qu'il assume parfaitement et depuis très longtemps ce qu'il est. Encore une fois, on retombe sur le clivage qu'on a décrit dès le début, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait qu'il est homosexuel depuis longtemps, qui l'assume et qui s'est construit dedans, y compris à la ville avec ses réseaux. On aurait pu avoir un cas totalement différent. Comme tu le dis, les garçons qui sont plutôt virils à l'enfance ou à la jeunesse, qui rentrent vraiment dans le process de masculinité et de construction de la masculinité au sein du groupe, qui vont faire semblant d'avoir une petite copine et qui, dans les mêmes circonstances, surtout si en plus ils n'ont pas développé une vie gay en ville, vont peut-être pas choisir l'aveu, mais plutôt aller vers ok, j'accepte le mariage et puis j'essaie de me partir le plus vite possible. Voire, on a certains récits où il y a une double vie, c'est-à-dire l'épouse et les enfants, ils sont au village, et puis lui, il est à la ville où il travaille et où il a une vie gay complètement libre et assumée, mais c'est à 500 km, et puis les deux mondes sont cloisonnés. Et on est donc dans une double vie. La famille et la femme, on se voit une fois par an au village quand je rentre, et puis le reste du temps je suis gay et je vis ma vie gay librement, d'une façon assez cachée quand même, mais en tout cas loin de ma famille. Bonjour, moi je voulais savoir comment leurs parents sont réagir quand ils ont appris que leurs fils aiment les hommes. Et puis, quand les garçons ont rejeté les cousines qu'on lui a proposées, est-ce que... comment c'était passé et ensuite, où de ça, c'était ça que je voulais savoir. D'accord. Alors, la cousine, je pense que elle est au courant de rien, ou si elle est au courant, elle fait ce qu'on lui dit. Je pense pas qu'on ait fait cas de son avis à elle. Donc malheureusement, sa situation, bon, dans l'histoire, je sais rien sur la cousine, mais les quelques cas de mariage forcé, c'est souvent avec une cousine, et j'ai plutôt l'impression qu'elle subit et qu'elle a pas son mot à donner. Voilà, c'est comme ça, et puis on discute pas. Et voilà. Alors, par contre, tu amènes une question sur la réaction des parents, et c'est peut-être une question que Jean-Yves avait envie de me poser après, mais c'est très intéressant, les réactions des parents, et le récit que je vous ai fait illustre parfaitement ce que j'ai retrouvé.
D'une façon générale, les familles ne sont pas favorables à l'homosexualité, ça, évidemment, elles sont même plutôt homophobes. Mais à l'intérieur des familles, et les familles sont généralement les plus gros persécuteurs. Hein. Après, il y a la religion, il y a la communauté, mais l'essentiel des persécutions dans les récits que j'ai étudiés, c'est la famille, c'est à l'intérieur de la famille. Et ça commence assez tôt, notamment quand il y a des formes de féminité, on le voit dès l'âge de 10-12 ans, on commence déjà à stigmatiser, et à partir de 12 ans, on commence à sanctionner violemment. Maintenant, et on le voit dans le récit que j'ai lu, les réactions des femmes et des hommes ne sont pas du tout les mêmes. Et d'une façon générale, je dirais que les femmes, c'est-à-dire les mères, les grands-mères, les sœurs, sont globalement plutôt tolérantes par rapport aux hommes, toute proportion gardée. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont merveilleusement favorables, mais régulièrement, bon, ma maman avait compris, hein, il le dit à un moment, mes sœurs avaient accepté, bon, on essaye de faire avec, on essaye de protéger, c'est souvent les mères qui donnent les moyens pour s'enfuir, ou qui détachent les liens pour qu'ils puissent s'échapper, ou ouvrent la porte pour qu'ils puissent s'en aller, enfin bref. Donc les mères protègent, ça c'est clair, et puis elles ont une forme de compréhension. Je dis une forme, hein, attention, une forme d'acceptation de la situation. À l'inverse, les hommes, et en particulier les grands frères et les pères, sont systématiquement très hostiles à l'homosexualité. Et généralement sont extrêmement violents, surtout quand l'aveu est fait. Tant qu'il n'y a pas l'aveu, bon, on essaye de trouver des solutions, on est violent, mais alors à partir du moment où l'aveu a été fait, à partir du moment où la personne, c'est indiscutable, soit il a été pris sur le fait, soit il a avoué ses penchants, à ce moment-là, il n'y a plus de marche arrière, il n'y a plus de tolérance possible, et le coup près tombe, et la violence est extrême. Le summum de la violence, c'est le rejet. Ça arrive toujours, et on sent bien que dans les cultures africaines, être rejeté par sa famille, être renié par son père, c'est un acte extrêmement fort, peut-être plus fort que d'être frappé à mort. Parce que, clairement, ça, c'est quelque chose qui est posé comme l'extrême de l'extrême. Après, évidemment, il y a toutes les violences verbales et il y a des violences physiques. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, le père frappe, mais assez souvent, notamment lorsque l'aveu a été posé ou lorsque il fait frapper. C'est-à-dire qu'il va demander au grand frère, voire au grand du quartier, de porter la sanction. Donc ça, c'est un peu étonnant aussi du point de vue de l'OFPRA, parce que, enfin, de l'Occident, parce qu'on peut se dire, l'intérêt du père, c'est que ça ne sache pas. Donc ça serait mieux de garder ça chez soi, quoi, dans la maison. Oui, l'intérêt du père, c'est que ça ne sache pas. Mais l'intérêt du père aussi, c'est de montrer qu'il protège l'honneur de sa famille et de sa lignée. Et donc, en exposant la sanction, d'une certaine façon, il manifeste le fait qu'il n'approuve pas et il restaure son honneur. Il a été capable de sanctionner très violemment son fils, ou de faire sanctionner très violemment son fils, donc son honneur est sauf à lui. Et sa lignée et les autres frères sont protégés. Donc en fait, effectivement, ça peut paraître étonnant qu'un père aille porter sur la place publique un problème qu'il pourrait cacher, mais en réalité, quand l'aveu est fait ou qu'il n'y a pas de discussion, il est vraiment homosexuel et c'est comme ça, eh bien, la réponse du père, c'est plutôt, au contraire, d'afficher la sanction pour dire à quel point il est fort, à quel point il défend sa lignée, au point de sanctionner, voire de vouloir tuer ou faire tuer son fils et renier son fils. Et dans les récits, on voit une différence entre les premières persécutions du père, qui sont souvent en catimini, cachés dans la chambre entre le père et le fils. Et puis quand vraiment l'aveu a été posé ou qu'un acte a été, on l'a trouvé en plein acte sexuel, où là le père peut plus se cacher, peut plus se voiler la face, il est devant quelque chose qu'il ne peut plus gérer, et dans ce cas, on ouvre la porte et ça se passe dehors. Donc il y a une vraie progression dans la réaction du père, elle est toujours homophobe, elle est toujours violente, ça il n'y a pas de souci, mais
on peut le gérer jusqu'à un certain point dans l'intimité. Arrivé à un certain moment, il faut que ça sorte et il faut que ce soit public pour bien marquer le fait que il est plus de la lignée et on l'a sanctionné. Voilà donc ce qu'on peut dire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la position des oncles. Les oncles paternels ou les tantes paternelles auront exactement la même réaction que le père. Par contre, et c'est dans le récit, vous vous souvenez du récit précédent, l'oncle paternel qui critiquait en disant « ton fils est peut-être Gourdiguen », voilà. Et dans ce récit, on a la réaction de l'oncle maternel, qui lui est, comme la mère, tolérant, parce que en fait, il est de la lignée féminine et quelque part, il va reprendre l'attitude de sa sœur, en l'occurrence. Alors, pour comprendre ça, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est effectivement les logiques de lignée masculine et féminine dans les contextes d'origine des gens, hein, avec les rapports qui existent entre la branche masculine et la branche féminine. Hein. Bon, ça, c'est des éléments qui sont propres aux cultures des individus. Mais il y a aussi autre chose qui se cache derrière. C'est une différence de représentation de l'homosexualité entre les hommes et les femmes. Quand on analyse les persécutions, on s'aperçoit que pour les femmes, pour les mères, les sœurs, les tantes, les grands-mères, l'homosexuel, c'est un individu qui est à mi-chemin entre la femme et l'homme. C'est-à-dire ce qu'on appelait le troisième sexe, nous, en Occident, dans les années 70. C'est-à-dire un individu qui n'est ni homme, ni femme, mais un intermédiaire. Alors ça reprend un modèle ancestral un intermédiaire qui fait le lien entre les genres et entre les esprits et la terre. Ça, il y a toute une histoire sur l'homosexualité et la sorcellerie dans certaines cultures africaines, où les homosexuels seraient en fait des individus qui sont en partie contrôlés par un esprit féminin, et ça leur donnerait une position intermédiaire entre les deux sexes, mais aussi intermédiaire entre les esprits, le monde des esprits et le monde terrestre. Bon, donc il y a certainement ces éléments historiques, culturels. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que la représentation de l'homosexualité des femmes, c'est que l'homosexuel est à cheval, est à mi-chemin entre les deux, et du coup, il est un médiateur. Il est quelqu'un vers lequel on peut se retourner ou sur lequel on peut s'appuyer, parce que c'est pas un homme. Et on le voit dans les relations mère-enfant homosexuel. Il y a tout un tas de choses qui sont de cet ordre-là, où la mère va s'appuyer sur son fils pour faire passer des messages à son mari, pour essayer de trouver des conciliations, parce qu'il est dans l'intermédiaire, il n'est pas dans l'identité masculine. Donc face à la violence finalement machiste ou à l'autorité masculine qui existe dans certaines cultures, eh bien ce fils-là qui est un peu dans une position médiane, c'est un médiateur, c'est quelqu'un qui peut me comprendre, donc il y a une complicité dans les récits entre la mère et le fils, qui explique aussi une solidarité et qui va expliquer que la mère va protéger son fils et le défendre, mais son fils va aussi protéger la mère et le défendre. Donc ça, c'est vraiment la représentation féminine. Quand on analyse les persécutions des pères ou des grands frères ou des hommes, c'est pas du tout ça. L'homosexuel, c'est un homme qui veut pas être homme. C'est ça le message. C'est un homme qui refuse d'être un homme et de se comporter comme un homme. Donc, du coup, c'est pas du tout un troisième sexe, c'est pas du tout un intermédiaire, c'est pas une femme, c'est un homme qui veut pas être un homme. Voilà, c'est ça la réponse qui est faite. Donc, on va le sanctionner pour qu'il devienne un homme, qu'il rentre dans la norme, et quand on arrive à l'extrême où il affirme son identité, donc suprême anormalité, il ose défier l'autorité, il ose défier la règle communautaire en s'affirmant individu alors qu'on est communauté. Bah, là, il renonce définitivement à son identité masculine, il renonce définitivement à la normalité, et donc là, il sort de la communauté, il sort de l'identité des êtres humains, il devient autre chose qu'un être humain, puisqu'il refuse de se comporter comme on doit le faire quand on est un homme et un être humain. Donc, les représentations à la base de l'homosexualité, quand on étudie les persécutions et ce que disent les gens, sont différentes, et c'est ce qui explique certainement la différence de réaction. Il y avait une autre question. Non ? Il y a une autre question ? Non. Non, pas d'autres questions. Bonjour.
Alors pour terminer, effectivement, tu as déjà bien abordé le sujet des violences homophobes. Là, bon, pour conclure, là, ce que tu nous présentes, en fait, c'est combien le parcours des hommes gays en Afrique, ce parcours, en fait, c'est une construction par rapport à une homophobie, par rapport donc à des violences potentielles, vécues, intériorisées. Bon, toi de ton côté, tu en as déjà parlé pour répondre à la question précédente, mais globalement, quels sont les agents, pour reprendre le terme des instances de l'asile, quels sont les agents persécuteurs que toi tu as identifiés? Oui. Alors, je l'ai dit, les premiers agents, c'est la famille, et ça commence très tôt. Après, les réactions de la famille, elles s'inscrivent dans un contexte plus large. Il y a bien sûr la communauté au sens large, le voisinage. Il y a les autorités politiques, les instances, le chef de village, la police, le juge, etc. Et puis il y a les religieux, les autorités religieuses. Alors, ce que je constate, c'est que dans le voisinage, il faut distinguer le groupe des pères P-A-I-R-E en français, le groupe des garçons du même âge et de la même communauté, en gros. C'est-à-dire les jeunes avec lesquels l'individu s'est construit à l'enfance, à l'adolescence. Effectivement, ce groupe-là, il est source de stigmatisation très tôt aussi. Ça va être les premiers à réagir quand il va y avoir des comportements anormaux. On l'a vu tout à l'heure, dès l'âge de 8-10 ans, il s'habille en fille, ou il vient pas jouer au foot avec nous, on va se moquer de lui. Après, il va pas avec les filles, il cherche pas à draguer les filles, on va se moquer de lui. Et ainsi de suite. Mais finalement, ça va pas plus loin. Ce que j'ai vu sur les 155 récits, c'est qu'il est extrêmement rare qu'ils citent des amis d'enfance dans leur persécution ultérieure, finale, etc. Et qu'à l'inverse, quand ils les évoquent, c'est souvent des gens qui viennent les aider ou les sortir d'un faux pas. Concrètement, c'est ceux qui vont essayer de dire non mais il faudrait appeler la police, le tuez pas, etc. Ou qui vont trouver une solution pour qu'il s'échappe ou lui donner l'argent pour qu'il puisse prendre le taxi pour s'en aller de la communauté, ou qui vont l'héberger, le cacher le temps que, etc. Ok. Donc en fait, il y a une condamnation assez tôt de l'anormalité, mais cette condamnation, finalement, elle n'est pas lourde. C'est juste un rappel à la norme. C'est juste, il faut que tu fasses comme nous. Il faut que tu viennes dans la norme parce que ça va poser problème. Okay ? C'est plutôt une démarche aidante et d'essayer de normaliser. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, ils veulent qu'ils viennent jouer au foot. Ils ne cherchent pas à le sanctionner parce qu'il est féminin. Ils veulent qu'ils viennent jouer au foot avec eux. C'est ça l'idée. Le reste du voisinage, c'est-à-dire les gens plus lointains, les aînés, les autres, les voisins, etc., ils interviennent dans les récits, mais toujours après la famille. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont surenchérir sur les réactions de la famille. Le père va sanctionner, automatiquement, tout le village va sanctionner avec. Okay ? Il va y avoir une réaction, un truc, automatiquement, tout le village va suivre. Donc, c'est des suiveurs. Ils vont amplifier la gravité du truc, ils vont amplifier. Et surtout, le reste de la communauté, elle suit les guides religieux. J'y reviendrai après. Donc, en fait, la réaction de la communauté, c'est des suiveurs qui suivent les réactions de la famille et qui suivent les recommandations des religieux, des autorités morales locales. Les autorités administratives, le juge, le chef de village, eux, finalement, ils interviennent quand ça dérape. C'est-à-dire quand il y a un lynchage public ou quand le père est en train de tuer son fils, là, automatiquement, ils sont obligés d'intervenir. Et quand on analyse leurs réactions, elles sont toujours assez complexes, parce qu'ils ne sanctionnent pas réellement. Ce qu'ils cherchent, c'est à protéger. Rappeler la règle, la loi et protéger. Donc ils vont essayer de protéger le village en évitant que le lynchage dérape dans tous les sens et qu'il y ait un meurtre. Et ils vont essayer de protéger l'individu en essayant d'éviter qu'il soit lynché et tué. Et ils renvoient généralement à une autre juridiction, c'est-à-dire clairement le chef du village, il va isoler l'individu et puis il va l'envoyer à la police, à la ville pour se débarrasser du problème. Donc en fait, ils s'en lavent les mains. Souvent aussi, les chefs, les autorités
elle renvoie aux religieux en disant non mais ça c'est pas un problème de société, c'est un problème de religion. La condamnation c'est les religieux, donc réglez ça avec la religion. Donc on arrive maintenant au rôle des religieux. Et là c'est très intéressant. Déjà, catholiques, musulmans, même combat. On retrouve exactement les mêmes réactions, les mêmes comportements, les mêmes problématiques. Donc l'idée que c'est plus violent en islam, non. Il y a des violences chez les catholiques aussi. Il n'y a pas trop de différence. Bon. Par contre, les références ne sont pas les mêmes. Les références des catholiques, c'est souvent, c'est une abomination. C'est contraire à la nature. C'est contraire à l'ordre naturel. Les références religieuses, c'est systématiquement le prophète Lot, et c'est la version musulmane de l'épisode Sodome et Gomorrhe, donc c'est la référence au prophète Lot et à la condamnation de Dieu des homosexuels. Donc c'est contraire à la charia, etc. Après, l'attitude des religieux, elle est variable, enfin elle se caractérise à 3 époques différentes. En amont, quand il ne s'est rien passé, il y a des grandes prêches et des grands discours sur l'interdit de l'homosexualité, et on fait des grands discours, il faut les tuer, il faut les exterminer, il ne faut pas les enterrer dans le cimetière, vous avez vu, hein. Si on tue un homosexuel, on va au paradis, enfin bon, des discours comme ça, c'est contraire à la règle, etc., etc. Ça, c'est en amont. Après, quand ils sont confrontés à une situation, là, le discours change. Et généralement, la première réaction, c'est « Ok, on va les soigner ». Donc du coup, on va mettre en place ce qu'on appelle des thérapies de conversion en Europe, c'est-à-dire des espèces de traitements magiques qui sont censés faire devenir la personne normale. Et là, dans les récits, j'ai plusieurs cas où on me raconte les traitements que le marabout, et d'ailleurs ça a été évoqué, le marabout fait subir pour essayer de soigner l'homosexualité. Et quand on analyse ces traitements, c'est complètement hypocrite. Il y a une première démarche qui est très exposée publique, où on va insulter, etc. Et puis après, il y a une deuxième démarche en tête-à-tête, où en gros, le message, c'est maintenant tu vas rentrer dans l'ordre parce que sinon ça va mal finir. En gros, c'est ça. Donc je pense qu'à aucun moment, les religieux ne pensent qu'ils vont soigner l'homosexualité. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ce qu'ils essayent surtout de faire, c'est de calmer le groupe, d'essayer de trouver un apaisement, et d'essayer de trouver une solution pour que tout ça se calme et que l'individu rentre dans la norme et que toute la paix revienne et la sérénité revienne. Donc il y a un discours public, on va le soigner, c'est très mal, etc. On commence généralement par des cérémonies et des gestes, on va le frapper, on va le machin, etc. publiquement. Et puis après, il y a un discours en tête-à-tête, il y a toujours une deuxième partie dans laquelle le message est assez clair. C'est une instruction de rentrer dans la norme pour sauver sa vie. Et l'individu rentre chez lui et il sait très bien qu'il n'a pas changé, même si tout le monde croit qu'il est guéri. Bon. Ça, c'est au départ. Après, quand on est face à un aveu ou une situation où on ne peut plus discuter, où on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire, eh bien là, on sent le discours religieux déjà beaucoup plus en difficulté, avec l'impossibilité des imams ou des religieux de porter les sanctions qu'ils avaient annoncées péremptoirement en disant il faut les tuer, etc. Ben là, quand on leur soumet le cas, brusquement le discours change et c'est non mais alors non mais c'est le problème de police, il faut l'amener à la police, ou alors on va essayer discrètement de trouver une solution. Parfois même on garde le coupable chez soi et puis on le fait discrètement partir. On arrange son départ. Donc en fait, on voit effectivement des religieux qui sont dans un discours public, mais qui, quand ils sont réellement confrontés à la réalité, n'ont pas de réponse et ont une vraie difficulté à porter les sanctions qu'ils ont annoncées. Donc c'est un discours de façade. C'est pour ça que je dis que ce discours fait très mal, parce qu'effectivement, il est entendu et il participe à l'homophobie. Par contre, ce ne sont pas les religieux en tant que tels qui sont des dangers, les vrais persécuteurs, les vrais violents, ce sont la famille d'abord, et c'est le père et les grands frères. C'est eux, in fine, d'ailleurs souvent les religieux disent non mais c'est au père de régler le problème, c'est eux, in fine, qui se retrouvent à porter les sanctions les plus lourdes. Alors ça, c'est pour la religion musulmane et catholique. Maintenant, les seuls cas de réelle mise à mort par des religieux que j'ai trouvés, c'est dans les religions traditionnelles africaines. Où là, j'ai eu 5 cas de garçons qui ont été sanctionnés avec volonté de les tuer par des chefs religieux, mais des chefs religieux traditionnels.
En général, on les amène dans la brousse, dans la forêt interdite, dans la forêt sacrée, avec les masques, etc. Et puis, on les abandonne là, attachés à un arbre, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim, de soif, bouffés par les animaux. C'est à peu près le modèle le plus souvent retrouvé. Donc là, dans les religions traditionnelles, par contre, oui, il peut y avoir des cas où le chef religieux met à mort l'individu, alors c'est pas lui officiellement, hein, c'est les esprits, mais bon, met à mort l'individu pour le sanctionner. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce cas-là, c'est que ça n'est absolument pas référencé au prophète Lot ou à je ne sais quelle mythologie ou à je ne sais quel interdit religieux. Il s'agit simplement de protéger la communauté des esprits malveillants qu'a l'individu en lui. Donc pour protéger la communauté des esprits, on va le renvoyer vers les esprits. Voilà ce que j'ai pu constater sur les cas de persécution. Donc vraiment, les plus grands persécuteurs, c'est la famille et la famille masculine. Après aussi, c'est vrai que les plus grands persécuteurs, c'est la famille, mais je pense que ça dépend aussi. Oh, ça va. Je pense que porter des talons, c'est facile. J'ai porté des talons toute la journée hier. Donc, c'est surtout beaucoup d'hypocrisie. En Afrique, c'est beaucoup d'hypocrisie. Je l'ai dit et je l'assume. Parce qu'il y a deux cas. En Afrique, quand tu es pauvre, c'est là qu'on voit tous ces gens de bêtises. Parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est nanti aller porter ses problèmes devant l'imam ou quoi. Déjà, même quand tu es homosexuel dans une famille de riches, voilà, ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas du tout. Ça ne se sait pas. Donc ce problème-là, ça n'arrive qu'aux pauvres. Et c'est pas pour dire autre chose, mais quand je prends juste deux exemples. Quand tu regardes même les personnes qui se font lécher, ce sont généralement les personnes qui n'ont pas de moyens. Une fois que tu as les moyens, le regard de la famille même change. Oui, le regard de la famille change. Du coup, tu ne deviens plus le maudit, le quoi, mais bon, même s'ils ont des trucs, ils gardent pour eux. Parce que là, maintenant, tu as les moyens, donc ils sont tout le temps, ils sont dans l'hypocrisie. Et quand tu parlais des choses du père qui veut laver son honneur et tout ça, non, lui aussi, c'est de l'hypocrisie. C'est une forme d'hypocrisie parce que quand il va finir de laver son nom et tout, tu sais, quand on voudra nommer cette personne homosexuelle, on ne dira pas lui son nom. Hein. C'est le nom de sa mère qui sera attribué au sien. On dira c'est l'enfant de telle femme. On ne dira plus c'est l'enfant de monsieur Tant. Non. Donc c'est l'hypocrisie aussi. Tu vois. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées comme cela. Et même quand tu regardes aussi, la plupart des personnes qui insultent les personnes gays, c'est que des hommes. Même ici. C'est très très rare, tu vois. Déjà même tu verras pas une femme venir t'insulter dans la rue. Non. Jamais. Elles vont juste te regarder, mais c'est que les hommes. Je sais pas, je comprends pas ce truc-là. Peut-être qu'ils t'envient. Oui. Peut-être qu'ils t'envient ou bien je sais pas. Comme ils ne peuvent pas faire comme ils n'ont pas le courage de faire ce que tu fais. Donc ça, je sais pas, je comprends pas. Non, monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui va lever le doigt pour dire non, il y a une femme qui m'a insulté. À moins que vous soyez en désaccord ou bien un truc là, dans les yeux, ou bien en train de vous bagarrer dans les yeux, elle va te traiter de homosexuel ou bien quoi, mais de là, pas son chemin et puis t'insulter, ça, il n'y a que les hommes qui le font. Je sais pas. Peut-être c'est comme tu es en train de dire, peut-être c'est une histoire de fierté. Peut-être ça répond à cette question, moi c'est ce que je vois. Ça doit être une histoire de fierté. Oui, parce que même il y a des gens moi-même il y a des gens qui me tournent dans la rue. Toi tu es noir et pourquoi tu fais ça? À croire que quand tu es noir tu... mais si, mais il y a des choses qu'il faut entendre. Toi tu es noir et puis tu fais ça. À croire que c'est que les blancs en fait. Dans leur tête c'est les blancs qui sont comme ça. Parce que quand on dit pourquoi tu es africain et puis tu fais ça? Donc ça veut dire que toi tu... Voilà. Donc il y a ça. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire d'homosexualité. Voilà. Si on prend le truc, oui, parce que quand tu as les moyens, ça va. Mais quand tu n'as pas les moyens, là, voilà, tu deviens homosexuel, PD, quoi. Mais quand tu as les moyens, ça change. Même s'ils vont te le dire, ça ne sera pas de façon violente, ça ne sera pas de façon... Parce que je n'ai pas encore vu un enfant de riche qui se fait martyriser.
Je n'ai pas encore vu l'enfant de riche qu'on envoie à l'église délivrer. C'est pareil comme dans la religion. Je posais la question à quelqu'un une fois. Dans les églises, quand on voit les séances de délivrance et qu'on pousse la tête des gens, ils tombent à terre comme des mouches. Est-ce que vous avez déjà vu un riche se rouler au sol? Si tu as bien regardé dans les lieux de culte. Non, celui qui a l'argent, lui, il n'a pas de démons. Non, il n'y a pas de démons. Quand tu as l'argent, tu n'as pas de démons. C'est les pauvres. Ils préfèrent jeter les pauvres au sol, se rouler par terre, mais quand tu as l'argent, tu n'as pas de démons. Hein. Non, là, on ne te touche pas du tout. Donc, c'est la même chose pour l'homosexualité. C'est vrai. C'est la même chose, tout est une histoire d'intérêt. Tout est qu'une histoire d'intérêt. Et c'est dommage. Alors, oui, sur les deux choses que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. Le public que j'ai rencontré, les 355 demandeurs d'asile que j'ai eus, et d'une façon générale le public des associations LGBT qui accompagnent les demandeurs d'asile, c'est pas un public riche. Parce que les élites des pays africains, si elles ont un problème comme ça, elles le gèrent en interne déjà. Hein, elles vivent dans des résidences isolées avec des gardes. Donc ce qui se passe derrière les murs, personne ne le sait. Elles ont largement les moyens d'acheter, d'étouffer des affaires. Et puis au pire, et c'est arrivé avec un fils de ministre nigérian, le garçon il prend l'avion, il a un visa automatiquement parce que n'importe quel pays européen va donner un visa tout de suite à un chef de ministre ou je ne sais quoi, ou à un chef d'entreprise, fils de chef, et il s'installe à Paris et il vit sa vie tranquille à Paris, loin de son pays d'origine. C'est comme ça qu'on a un fils de ministre qui est ouvertement gay à Paris et qui fait des réseaux sociaux pour emmerder son père. Mais voilà, donc les riches, ils n'ont pas ce problème-là. Ça se passe ailleurs. Les intermédiaires, ils arrivent à masquer pas mal les choses, la classe intermédiaire, jusqu'à un moment où il y a un gros scandale, où il y a un gros événement, où ils sont rattrapés. Mais à ce moment-là, il y a toujours le moyen de prendre l'avion pour partir ailleurs. Donc il n'y a pas trop de soucis, on trouve une solution. Et tu as tout à fait raison. Ceux qui prennent tout, quelque part, c'est les autres. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas se cacher, n'ont pas les moyens de s'acheter une bonne image, et puis surtout n'ont pas les moyens de se protéger. Et derrière, c'est pour ça qu'il est important pour eux d'avoir des réseaux pour éventuellement pouvoir les faire sortir de prison, éventuellement leur payer un avocat, voire éventuellement les aider à fuir. Ça, c'était sur ta première remarque. Sur ta deuxième remarque, pourquoi les hommes ont ces réactions-là ? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une différence de représentation fondamentale de l'homosexualité. C'est que les hommes voient l'homosexualité comme un refus de masculinité. Et là, je pense que c'est aussi valable en Europe. C'est-à-dire que je pense que, mais en France, même si on ne considère pas les homosexuels comme féminins, pour un homme en tout cas, un homosexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas normal parce que c'est pas un homme normal. Donc il y a aussi ce schéma-là. Et donc quelque part, ça les questionne sur leur propre masculinité, leur propre identité masculine. Que quelqu'un comme eux soit différent d'eux, refuse d'être comme eux, c'est finalement perturbant, gênant. Peut-être ça leur rappelle aussi certaines choses qu'ils n'assument pas totalement parce que dans les atteintes homophobes, il y a aussi beaucoup d'homosexuels. Voilà, qui ne s'assument pas. Ou peut-être qui veulent faire comme toi, mais ne pas se... Voilà, il y a aussi beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées derrière. Et finalement, cette homophobie, c'est vraiment une question de façade, c'est vraiment une question, c'est très hypocrite, que ce soit en Afrique comme en Europe. C'est très hypocrite, c'est vraiment une question de garder des apparences, garder une façade, être comme on doit être. C'est finalement ce qui ressort de tout ça. Être comme on doit être, rentrer dans le moule, il le dit, rentrer dans le cadre. Il y en a un qui dit sortir du cadre. Voilà, c'est vraiment ça. Ah, il y a une réaction dans le public. Merci Franck. Parce que dans votre dernier résumé, vous venez bien de marteler, parce que je vois que c'était toujours notre erreur, de ce que le public dit, c'est nos amis, mais nous disons ça vite fait. Les discriminations qu'ils faisaient, mais nous disons ça vite fait là, c'est que les injures que nous rencontrons dans nos récits, parce que nous disons ça vite fait et c'est terminé, mais
Merci parce que vous venez encore une fois de plus de nous marteler. Il faut expliquer tout ce que nous subissons durant notre adolescence. Merci vraiment. Je pense que ça va être le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci Franck. Merci Jojo. Thank you Sierra. À très bientôt. Maintenant que les micros sont coupés, si vous voulez parler, on peut. On peut toujours parler à 2h30.